Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live métier, hein. Comme vous le savez, c'est un live dans lequel on va essayer de comprendre le métier, d'un ou d'une professionnelle que je vous présenterai après. Alors moi, je me présente d'abord, je m'appelle Amziane pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et c'est moi qui vais animer, le live d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes ici dans le cadre de l'industrie des possibles pour découvrir ensemble aujourd'hui l'entreprise Dubuis, entreprise du secteur de l'industrie que nous avons pu trouver notamment grâce à l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Donc merci à eux. Et sans plus attendre, je vais vous présenter la personne que nous accueillons aujourd'hui. Georges, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que ça va? Oui, bonjour à tous. Oui, je te vois et je t'entends très, très bien. Eh ben, alors c'est un très bon début. Est-ce que juste parce qu'après on va rentrer dans le détail de ton métier, tu peux nous dire, rappeler ton prénom, rappeler d'où tu viens, où tu habites, où tu exerces, nous donner très rapidement l'intitulé de ton métier qu'on voit s'afficher à l'écran. Je te pose beaucoup de questions d'un coup et nous présenter ton entreprise de manière générale, pour qu'on ait un cadre en fait général. Très bien. Donc, Georges Rodriguez, je suis directeur des opérations pour, Dubuis à Blois. J'habite Blois aussi. On est une entreprise de 90 personnes. On fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et derrière moi, donc vous pouvez voir un peu tous les outils, que nous fabriquons, assemblons donc, chez la société, Dubuis, pour en fin de compte, pouvoir, sertir des cosses, sur des câbles électriques ou des raccords de tuyaux d'eau. Et on va commencer déjà parce que moi je ne connaissais pas ce mot et peut-être certains, de ceux qui nous regardent, ne le connaissent pas, le mot sertissage. Alors si j'ai bien compris et tu m'arrêtes, le sertissage, c'est une opération qui permet d'assembler 2 pièces en déformant l'une des 2. Est-ce que je me trompe? C'est ça. C'est tout à fait ça, hein. Donc, lorsqu'on veut connecter un câble électrique sur un poteau ou un tuyau d'eau, sur une nourrice dans un bâtiment, on va avoir le câble, on va avoir la cosse et grâce, en fin de compte, à des petites matrices comme celle-ci qu'on va mettre dans l'outil, on va D'accord, pouvoir compresser le raccord, sur le câble par une avance, en fin de compte, qui va être, mécanisée, hein. d'accord. Alors moi je vais caricaturer, hein, toujours, hein, même si toi tu as les explications du professionnel. Si j'ai bien compris, tu vas compresser un morceau d'un des 2 morceaux à assembler pour qu'il Mmh. rentre dans l'autre, c'est ça? C'est Et ça, en fait, tout à fait. c'est une manière de, faire des tuyauteries, par exemple? Voilà. Donc D'accord. tuyaux, câbles électriques, câbles de télécom et cetera. Donc on rappelle le mot, le sertissage et donc si vous comprenez pas quelque chose, si vous voulez poser des questions à Georges en détail, n'hésitez pas, hein. Je te rappelle Georges qu'on a un live dans lequel, on a déjà des intervenants, hein. C'est pour ça que je vais peut-être regarder à droite de temps en temps, je t'écoute. Alors, il y a Chevalier, hein, il y a des pseudos, hein, qui dit: «Je suis présent avec notre classe de terminale STI2D de 21 élèves». Donc il y a 21 élèves qui nous regardent. On leur passe, le bonjour, hein. N'hésitez pas si Bonjour. vous avez des questions. Et on a aussi Zoé en troisième B qui nous dit bonjour. Bonjour. Donc merci pour vos messages, n'hésitez surtout pas. Et pour comprendre ton métier, on va tout de suite rentrer dans du concret. Je t'avais demandé de m'expliquer en 4 grands axes ce que tu fais dans ton métier pour que je le comprenne. Je vais te laisser le développer en commençant par le développement de la stratégie. Rappelons que tu es directeur des opérations. Donc voilà, tout à fait, hein. Donc dans l'un des grands axes, hein, de mon métier, c'est le développement de la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que par rapport au marché, par rapport aux différents produits que l'on a sur les différents marchés et pays, ça va être de développer justement cette stratégie, de l'entreprise pour développer des produits, pouvoir les fabriquer, donc c'est-à-dire définir les moyens pour pouvoir fabriquer, ces produits et donc acheter, former les personnes, et cetera. Donc vraiment, c'est mon axe principal va être le développement de la stratégie par rapport à ces différents projets, marchés et donc la stratégie du groupe Stanley Black& Decker. Oui, donc en fait, de ton entreprise, enfin l'entreprise, Dubuis, elle fait partie d'un plus grand ensemble qui est Stanley, C'est ça. alors quand tu dis Stanley Black& Decker, c'est bien ça? Et Oui, en fait, tu vas respecter la politique de l'entreprise générale. Donc à partir de cette politique, tu vas créer une stratégie pour ta propre entreprise, pour que vous fassiez, vos résultats, pour que vous répondiez à vos clients, à vos projets, c'est bien ça? c'est tout à fait ça. Oui. Super.
Ensuite, pour chaque projet, tu vas planifier des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, justement, enfin, avant de les planifier, c'est surtout déjà de comment on va justifier ces besoins. C'est-à-dire que D'accord. je vais avoir, par rapport à cette stratégie, donc on va définir quels vont être les besoins en termes d'hommes, en termes Mmh. de technologie, et puis aussi de projet, hein, puisque développer un outil comme celui-ci, c'est un investissement. D'accord. Et donc, il va falloir définir justement toutes ces différentes tâches, tous ces différents moyens nécessaires pour atteindre cette stratégie d'entreprise. D'accord, donc en fait, pour toi, tu as un objectif et pour cet objectif, tu dois déterminer ce dont tu as besoin et le justifier puisque, bah, ça a effectivement un coût. Donc il faut montrer, à quel point, bah, c'est indispensable pour le projet, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, hein, sur des gros investissements, que ça soit sur l'outil ou la machine qui va produire l'outil, il va Mmh. falloir justifier justement entre la dépense de la machine et puis le marché qu'on va atteindre, donc le chiffre d'affaires qu'on va développer et bien entendu la marge, les bénéfices. Et ça fait partie de la planification, donc tu dois lister les besoins d'abord en humain, donc j'imagine que tu dois demander, différentes compétences dans tes équipes pour chaque projet. Des technologies, donc des technologies, des outils qui vont vous permettre de réaliser les projets, encore une fois, d'une variété, grande en fonction du projet et des bâtiments. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par bâtiment? En fin de compte, hein, on va venir nous visiter, mais comme on investit beaucoup tous les ans en machines et puis en développement Ouais, d'outils, on a à un moment donné notre bâtiment qui commence à être limité. Et là ouais, aussi, ça fait j'imagine. partie d'une stratégie à 5-10 ans, hein, puisque le bâtiment, à justifier, c'est toujours compliqué. Mais il va falloir à un moment donné monter des dossiers, présenter au groupe justement que là maintenant, c'est plus une affaire d'hommes et de machines, mais c'est aussi l'investissement dans du bâtiment pour augmenter notre superficie et pouvoir intégrer des nouveaux marchés, des nouvelles technologies et bien entendu les hommes qui vont avec. Est-ce que tu peux expliquer pour Zoé de 3e B qui nous envoie ce message, ce que c'est exactement un investissement? C'est vrai que c'est un mot qui peut nous apparaître facile, mais bah, Mhm, quand on ne le connaît pas, c'est compliqué. c'est ça. Je vais prendre un peu les parallèles de la vie qu'on a au quotidien. Pour aller au Oui, travail, j'ai plusieurs solutions. À pied, où là, j'ai zéro d'investissement, je n'ai pas besoin d'acheter effectivement, enfin, hormis une bonne paire de chaussures. Après, je peux avoir le vélo, puis le scooter, puis la voiture. La voiture, hein, on va être sur des investissements quand même assez lourds, 20 000 à 30 000 euros. Une paire de chaussures, ça va être 100, 200 euros. Donc, ça va être en fin de compte de mettre en équilibre justement le bon moyen par rapport à ce que j'ai à faire. Si j'habite à 500 mètres de mon entreprise, des baskets vont me suffire. Si j'habite à 20-30 km, il est peut-être plutôt préférable d'investir dans une voiture. Donc le but de l'investissement, c'est ça, c'est que par rapport à mes besoins, par rapport à mes marchés, je vais définir le bon moyen, je vais regarder combien il me coûte, et après je vais justifier par rapport à cet investissement. Donc là, on parle d'une chaussure 100 euros et une voiture 30 000 euros. Bah, forcément, on ne va pas mettre les mêmes arguments entre cette paire de chaussures ou la voiture à 30 000 euros. ouais, un investissement, en fait, c'est, dépenser pour regagner dans le futur, en espérant, viser un C'est ça, objectif plus grand. Ouais, voilà, c'est ça, OK. tout à fait. Et alors, il y a un dernier point, de ton travail. Évidemment, on ne peut pas résumer ça en 4 points, mais c'est vrai que nous, qui ne connaissons pas ton métier, on a besoin de blocs, pour comprendre. Mhm. Le 4e, c'est un grand ensemble qui ne se résume pas en un mot, mais qu'on va résumer en un mot que tu vas nous expliquer, un mot anglais que pas tout le monde ne connaît, le management. Qu'est-ce que c'est le management? Alors, le management, hein, qui vient quand même du français, hein, qui est vraiment hein, comme on disait, effectivement, pour aller loin, ménage ta monture. Donc, en fin de compte, le management vient de ménage, de manège, euh, que Mmh. l'on retrouvait justement dans les manèges pour les chevaux, etc. Donc, le management, c'est vraiment ça. C'est que à un moment donné, j'ai une équipe, hein, j'ai des hommes, et au quotidien, il va falloir que je développe leurs compétences par rapport aux différentes technologies qu'on va intégrer dans l'entreprise. Mmh. Pour ça qu'on a rajouté ce petit mot qui est le brief, hein. C'est que pour pouvoir engager les entreprises, nos collaborateurs dans l'entreprise,
il est important effectivement de faire du débrief, de leur expliquer quelle va être la stratégie d'entreprise et pourquoi ces différents investissements, que ce soit en termes d'hommes, de machines et de bâtiments, de façon à ce qu'au quotidien, ils comprennent où l'entreprise va, comment, et éventuellement quelles opportunités on peut leur offrir en termes d'évolution chez lui. Donc voilà pour moi ce qu'est le management, en fin de compte, on va dire au quotidien, En par fait, en tant que rapport aux directeur différents des besoins. opérations, tu as une vue globale sur tout ce qui se passe, sur tout. Donc ouais, en fait, si je comprends bien, toi, tu as une vue d'ensemble sur, toutes les équipes, tous les humains, les employés avec qui, tu travailles et toi, tu essayes de les diriger de la meilleure manière possible, pour réaliser vos objectifs et c'est ça le management, c'est, de réussir à engager les équipes, à faire le meilleur résultat. C'est ça? C'est tout à fait ça, tout à fait. En quotidien, c'est vraiment de créer, en fin de compte, OK, super. un ensemble cohérent avec tout le monde. D'accord, très bien. OK, alors n'hésitez pas dans le chat, hein, si vous avez des questions à poser à Georges, hein. On a peut-être un léger différentiel de temps, hein. Georges, je le sens là, mais c'est pas très grave. Je le dis au cas où Oui. si on a des petits moments de silence entre nous. Alors ensuite, est-ce que tu pourrais nous expliquer, ta semaine type? Je vais te laisser raconter. Si je comprends pas quelque chose, je te coupe, mais, nous expliquer encore une fois, c'est une manière résumée, hein, évidemment, pour qu'on comprenne. Tu ne fais pas les mêmes choses tous les jours. Tu as affaire à des moments de surprise dans ton métier, des moments où tu dois t'adapter. Mais là, je t'ai demandé de me donner un peu un exemple type pour savoir, ce qui se passe dans une semaine. C'est ça, oui, donc tout à fait, hein. Dans vraiment, on va dire les points clés de la semaine, on va Mmh. D'accord. c'est-à-dire que voilà, par rapport à ce qu'on avait à livrer, est-ce qu'on a réussi à livrer tous les clients en heure et en temps? Et si ce n'est Mmh. pas le cas, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi? Donc du OK. coup, en parallèle aussi, on va se projeter sur, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine et dans les 2-3 prochaines semaines. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir, prévenir le client sur nos retards futurs et aussi l'équipe commerciale pour que, attention là, il va falloir décaler un peu les commandes, puisqu'on est, en surcharge ou on est en sous-charge, donc au contraire, il va falloir rentrer plus de commandes. Donc là, le Le lundi, c'est vraiment, mardi ouais, vas-y, vas-y. Le lundi, c'est donc vraiment le de lundi, voilà, l'analyse. c'est tout à fait ça, c'est vraiment de l'analyse, et encore une fois, de développer un plan d'action par rapport à Mmh. cette analyse. OK, très bien. Donc le mardi, pardon, je t'ai coupé. Donc du coup, on passe au mardi. Alors, on est plutôt sur l'analyse terrain, c'est-à-dire qu'au niveau de la production, par rapport aux différentes remontées de nos collaborateurs sur des problématiques de leur quotidien, que ça soit sécuritaire, des process, des procédures, justement, où ils ont du mal à les appliquer. Donc, on va aller sur le terrain avec l'équipe d'encadrants, donc qualité, environnement sécurité, production, amélioration continue. Et le but, pour comprendre leurs problématiques et tout de suite trouver des solutions pour leur apporter un confort de travail au quotidien. Donc, ce qu'on appelle le Gemba Walk, qui est en fin de compte aller là où se trouve le problème et y apporter justement une solution. Ouais, ça m'a intéressé, je suis allé voir ce que ça veut dire, Gamba Walk, exactement et en fait, Gamba, en japonais, si j'ai bien, lu, et compris, ce que je suis allé voir, ça signifie le véritable endroit, là où se trouve la réalité et c'est ça que veut dire ce terme, c'est qu'il y a bien souvent que ce qui se passe dans ton entreprise, au véritable endroit où ça se passe, où se passe le terrain, c'est sur le terrain, c'est pas où là où les employés produisent, votre activité. C'est tout à fait ça, hein. C'est pour ça que le walk, hein, il est effectivement sur le fait de marcher, de se déplacer et d'aller à l'endroit où sont les problèmes, ou éventuellement rencontrer les personnes pour discuter de différentes choses. OK, Donc après, très on clair passe pour au le mardi. mercredi. Passons au mercredi. Donc du coup, le mercredi qui va être plutôt des échanges internes avec le groupe, hein. Donc beaucoup de conférences téléphoniques, enfin des Zooms,
de façon à justement, bah, voilà, leur expliquer, leur montrer, où on en est. Donc encore une fois par rapport aux livraisons et en parallèle aussi où on en est par rapport à tous les investissements actuels et notre stratégie, à 3 ans. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une stratégie qui va même au-delà, hein, qui va jusqu'en 2030, puisque tout à l'heure, je vous parlais des investissements, notamment de bâtiments. Et là, il est important d'apporter cette vision au groupe où, si on veut évoluer, voilà les différents moyens qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir atteindre cette vision partagée de 2030. Donc le mercredi, on est vraiment sur Ouais, ces ce qu'il faut échanges préciser internes. Ce qu'il faut préciser, c'est que Stanley, Black& Decker, c'est quand même, tu m'arrêtes si je me trompe, un grand groupe énorme qui a besoin de se projeter dans le futur pour aussi, regarder la concurrence, imaginer ce que va être le futur, et cette politique, elle se fait sur le très long terme et j'imagine que toutes les entreprises qui en font partie, dont l'entreprise Dubuis, heu, aident et donnent ses conseils et donnent aussi, des indications sur ce qu'il faudrait faire pour le futur. C'est tout à fait ça, hein, on est un groupe de 55 000 personnes dans le monde entier, Ouais. donc c'est un groupe, qui est américain et encore une fois, par rapport à cette vision qu'ils nous partagent, à nous aussi de leur proposer une stratégie qui rentre dans cette vision, et voilà, d'établir les différents moyens nécessaires, pour l'atteinte de cette stratégie. Donc il est important de se projeter et surtout quand on a besoin de bâtiments. Mmh. Le bâtiment, c'est des projets quand même, à long terme, hein, 5-10 ans, entre l'achat du terrain, trouver justement les acteurs pour la construction et puis la mise en place, la construction, la mise en place des différents moyens qu'on va acheter dans le futur. Et avant de continuer juste sur le jeudi et le vendredi, est-ce que tu pourrais nous donner, le dernier terrain sur lequel tu as été? Juste pour qu'on ait une image concrète d'un chantier, juste pour que, tu vois, ce soit un point de référence pour nous dans nos cerveaux. Donc là, comme on est en plein investissement, c'est-à-dire qu'on attend des machines qui vont rentrer, d'ici fin d'année. D'accord, Donc là, le dernier était justement la création de places, pour pouvoir, accueillir cette nouvelle machine. Donc pour d'accord. ça, alors, on va utiliser ce qu'on appelle le 5S, hein, c'est une méthode, issue enfin qui date des années 80 où on va, passer justement sur, déjà du tri de quels sont les éléments nécessaires à la production aujourd'hui, donc tout le Mmh, reste, ça va être s'en débarrasser. La création de standards, et puis ça se fait vraiment beaucoup en échange avec l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur, il sait qu'il y a une nouvelle machine qui va arriver, il connaît cette nouvelle technologie. Donc là, il faut vraiment, créer des parallèles entre l'ancienne technologie où on avait certains besoins d'outillage et cette nouvelle machine où là, on passe sur carrément autre chose. Tu peux Donc là, nous le but, expliquer c'est ce que c'est un vraiment, opérateur? alors l'opérateur, c'est celui qui va, justement, sur une machine, va régler la machine pour pouvoir usiner des pièces comme celle-ci. Donc ça, c'est un D'accord, corps hydraulique, hein, et ça, c'est une pièce qui va, tomber finie. d'accord, Donc on part d'une barre en aluminium et à la fin, on a cette pièce qui sort finie de la machine. Donc l'opérateur, lui, son travail, ça va être de régler, mmh d'usiner la pièce, de mh. mesurer justement toutes les dimensions, nécessaires à la réalisation de cette pièce et régler la machine pour qu'on ait toujours des pièces bonnes, qui tournent. En revanche, il ne doit pas être pollué par le reste. C'est-à-dire que s'il n'a pas le bon outillage pour pouvoir régler cette machine, ça, c'est un problème. D'accord. Aujourd'hui, lui, sa mission, c'est le réglage et sortir des pièces bonnes. Ce n'est pas de chercher des outillages, ce n'est pas de Mmh. perdre du temps justement à, chercher l'outillage qui va bien, à régler, un problème de fuite d'air ou d'huile et cetera. Donc le but du Gimbal Walk, il est plutôt là, c'est d'aller, justement, trouver des solutions à tout ce qui peut le nuire au quotidien. D'accord et donc du Gemba Walk, je reprends un peu notre parcours, tu en fais aussi le jeudi. En fait, le mardi ressemblerait presque au jeudi et c'est une manière pour toi de nous dire que tu fais beaucoup d'analyse terrain. Oui, c'est des rituels, c'est des rituels qui sont très importants. Si on veut améliorer, si on veut, investir sur des bonnes machines, des bons moyens, on est obligé de passer par ces phases-là. On Mmh. peut pas, bon, j'ai une grosse partie, hein, qui est quand même aussi, bureau, mais cette partie analyse terrain, me permet justement de capter, les problématiques, actuelles
Et encore une fois, si on veut injecter une nouvelle technologie et qu'on n'a pas capté ces problématiques du quotidien, on peut investir dans des moyens qui font justement des pièces finies comme celle-ci. Oui. Mais si les opérateurs ne sont pas, Mmh. si on ne les a pas accompagnés justement au changement, ça va être très compliqué justement de mettre en place des nouvelles machines, des nouveaux Ouais, moteurs. je comprends, je comprends. C'est très clair et par contre, dans le chat, avant d'arriver au vendredi, on te demande, Lalanne, merci de la question: «Qui sont vos principaux clients?» Alors nos principaux clients, si je prends la partie France, Ouais, on va retrouver la SNCF, d'accord. puisque dans la SNCF, vous avez des caténaires au-dessus des rails. Sur les rails, vous avez des câbles de signalisation. Donc, on va faire justement une solution complète pour la SNCF, percer le rail, couper le câble, sertir la cosse sur le câble. On va retrouver Qu'est-ce que tout c'est la COS? Tu as utilisé plusieurs fois ce terme, même moi je suis pas sûr de ce que c'est la COS. Qu'est-ce que la c'est? cosse. Alors, la La COS, cosse, c'est cette partie-là. Voilà, hop, c'est la d'accord. partie voilà, connectique Ah oui, qui est de tu peux différentes emboîter avec dimensions. l'autre morceau. Voilà, c'est ça. C'est un lien. Donc, donc, on appelle ça une cosse dans la partie électrique, et puis après D'accord. des raccords de connexion dans tout ce qui est tuyau d'eau ou télécom. Ah oui, d'accord. Donc dans tout ce qui est, électrique, on appelle ça une COS. Une cosse, ouais, c'est Une ça, COS, c'est ce qui permet de relier 2 ensembles. tout à fait. D'accord, très bien, c'est très clair. Donc pardon, Donc excuse-moi, tu ça, disais donc que vos après principaux on va SNCF? donc justement dans cette partie-là, on va retrouver tous les grands acteurs français d'électricité. Donc alors anciennement EDF, mais Enedis, Engie, Mmh. des Ineos, donc des installateurs spécifiques. Et puis après, nos différents clients dans la partie sertissage, raccord tuyau d'eau, des grandes marques françaises comme Acom ou Virax. D'accord, Et puis, on a aussi un pôle aéronautique. On fait des ensembles freins qui vont dans la queue arrière de l'Airbus A320. Et d'accord. notre client, donc on n'est pas directement chez Airbus, on est chez Collins, qui va justement faire un gros ensemble qui va dans la queue de l'avion. Donc vous êtes Donc quand on même est référencé, vous avez des gros clients? tout à fait. Donc on est vraiment multi marché, multi client. C'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui. D'accord, très bien et on va finir avec le vendredi de ta semaine type. Par quoi tu termines la semaine avant le week-end? Donc justement, donc pour pouvoir préparer notre lundi, l'analyse de la semaine passée, Ouais, on va faire un point sur les objectifs de la semaine. Par rapport à ce qu'on s'est dit le lundi, est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs? Et encore une fois, si on n'est pas dans ouais. les objectifs définis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a livré en retard? Est-ce qu'on a livré en retard avec un jour? Est-ce qu'on a livré en retard avec 2 semaines? Et qu'est-ce qui a fait que derrière, on n'a pas été bon? Ouais. Et puis comment on a aussi, quelle est la perception du client? Est-ce que le client, on l'a informé? Si on l'a informé, est-ce que ça lui a posé un problème ou pas? Si ça lui posait, s'il a posé un problème, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir le satisfaire? Bah, ce que ça nous donne comme impression sur ton métier, c'est vraiment que toi, ta position, c'est d'avoir du recul, c'est de regarder toujours l'ensemble et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, analyser avant, après on le verra, dans les slides suivants, tu mets, beaucoup en avant, la qualité de projection, de voir ce qui va Mmh. se passer. On le verra, tout à l'heure, hein, je prépare juste mes enchaînements et pour la prochaine, slide, je vais te poser quelques questions un peu plus Oui. concrètes, peut-être, tu vois? Sur ce que tu fais au quotidien. On pourrait se demander, de ce que tu vois, comment tu vis, ton métier. Mais, j'ai 2 autres questions qui arrivent, plutôt une de Zoé de 3e B qui te demande: «Pourquoi c'est si important de ne pas perdre du temps?» Alors c'est une question, hein, pourquoi c'est si important? Ouais, ouais, c'est La perte de temps, c'est ce que je dis à mes équipes, hein, c'est qu'on est en France, on est dans un pays où le taux horaire, donc le coût, des hommes, est très haut oui, et 1 heure, c'est 1 heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre 1 heure, entre guillemets, «à rien faire». Il faut qu'on optimise. En face de nous, on a quand même des pays, asiatiques. Pour vous donner des ordres d'idées, hein, on est là-bas à 1,50 € de l'heure pour des opérateurs, alors qu'en France, on est plutôt dans les 20 à 25 euros. Donc forcément, on a un coef de 10 à 15. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre du temps. Si on veut rester en France, c'est ce que je dis à mes équipes au quotidien, et si on est toujours en France, c'est qu'on a su justement s'améliorer.
On a su investir là où il fallait investir, on a su monter en compétence les différentes personnes pour justement faire face à cette mondialisation. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est la pression de la concurrence qui vous oblige à garder un rythme soutenu, sinon vous perdriez en fait, vos clients et votre marché puisque, en fait, c'est très compliqué de tenir face à des pays où, peut-être les les lois du travail sont beaucoup moins, humaines C'est ça. qu'en France. C'est-à-dire qu'on a quand même, la chance d'avoir des horaires, des week-ends et on va en parler, juste après et juste avant, Lalanne, qui est sûrement, une ou un professeur que je salue, qui me demande: «Un de mes élèves demande si on peut considérer que votre domaine fait partie de ce que l'on appelle l'électromécanique». Est-ce que c'est ça ton domaine? Oui, c'est ça. Enfin, si on pense à cet outil-là, c'est vraiment de l'électromécanique, hein. Par contre, avec une base hydraulique. Donc, on a en fin de compte d'un moteur qui tourne. J'ai une petite pompe hydraulique qui va me générer un effort de sertissage de 3 tonnes jusqu'à 13 tonnes. Hein. Celui-ci, on développe 13 tonnes de sertissage. Donc, il faut D'accord. imaginer une voiture qui fait 1 tonne. J'ai 13 voitures quand je viens finir de sertir et ça me permet de faire cette jonction. Mmh, d'accord et l'électromécanique pour ceux qui ne n'auraient pas compris ce terme peut-être, moi je en fait, c'est toutes les mécaniques qui utilisent l'électricité. En gros, c'est toutes les C'est ça, hein, aiguilles. alors je ne sais pas si vous voyez le corps hydraulique. On a un petit piston. J'ai deux possibilités, hein. Soit effectivement, je vais le faire avec la main. Mmh mh. C'est ce qu'on a. On a une gamme qui est faite juste à la main. Donc, D'accord, cette fonction manuelle, je vais déplacer des pièces mécaniques pour faire mon sertissage. Ou après, je mets un petit moteur qui, lui, va permettre effectivement, avec une petite cam, de faire la même action que moi, plus rapidement, moins d'effort. Donc, hein, voilà, c'est le petit bruit qu'on entend là. Et là, même chose, mon moteur va agir sur mon petit piston qui va, en fin de compte, pomper l'huile pour pouvoir déplacer un piston et venir sertir. Donc, l'électromécanique, c'est ça, c'est je vais animer mes pièces mécaniques par une action motorisée. d'accord, OK. Bah, c'est super clair, hein. Si vous avez des questions encore dans le chat, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas et je reviens sur les horaires, les week-ends, les jours fériés. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu travailles beaucoup? Je vais te la poser de manière hyper concrète. Tu travailles beaucoup? Est-ce que tu fais beaucoup d'heures supplémentaires? Enfin, c'est quoi ta vision de ton métier actuellement? Ouais, il y a alors comme moi j'ai un statut sans référence horaire, donc ça veut dire ce que ça veut D'accord, dire. C'est-à-dire que voilà, pour faire des salons qui durent la semaine, donc on retrouve aussi le week-end. ouais, Bah, forcément, il faut savoir, faut pouvoir être disponible le week-end. Il y a beaucoup alors moins depuis la pandémie, mais on a quand même beaucoup de déplacements à l'étranger. Pendant 4 ans, j'ai géré aussi une entreprise en Allemagne. Donc, tous les mmh mh, 15 jours, j'étais en Allemagne pendant 3-4 jours. Donc, c'est vrai que, alors, je dirais qu'il ne faut pas compter son temps, mais on en vient aussi avec la question en solo ou avec une team. C'est que quand on a un travail d'équipe, quand on travaille avec une équipe, ça permet et qu'on se décharge, qu'on délègue justement certaines tâches, on arrive à avoir une vie professionnelle et personnelle en adéquation. Lorsqu'on travaille en solo, hein, ça a été mon cas pendant des années, le temps que je constitue justement mon équipe. bien sûr. Effectivement, j'étais à 60-70 heures par semaine. Hein. C'était du 11-12 heures, même les samedis matins, de 5 heures jusqu'à 13 heures. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Là aujourd'hui, Donc je fais un c'est plus simple maintenant que tu as des équipes autour de toi et tu peux diviser le travail de manière intelligente, c'est tout alors à fait ça. qu'avant quand tu commences et que tu montes une entreprise ou que tu te lances, il faut quand même, bah, tout prendre sur son dos et là, il faut avoir envie, quoi. Il faut avoir envie et il y en a plein qui ont envie de faire ça, mais ça demande de l'investissement comme on disait tout à l'heure, on l'a expliqué ce mot, ça demande de l'énergie. Alors ça demande, voilà, de l'investissement, beaucoup d'énergie et surtout, hein, je reprendrai le terme que tu as utilisé tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a une vision, rapidement on Ouais, s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses et que si on ouais, n'a pas ouais, une bonne équipe pour nous accompagner, pour nous aider, ça va être compliqué. On va faire peut-être que 20 des idées que l'on a. Lorsqu'on a vraiment une ouais, ouais. équipe qu'on a forgée à son image, et à sa vision et qu'on partage cette vision, c'est vrai que elle va permettre justement de nous aider au quotidien et de voir, comme tu l'as dit tout à l'heure, pouvoir être effectivement plutôt en macro et son équipe qui a travaillé plutôt en micro au quotidien. Quoi. Ouais, bien Donc, sûr. il faut être conscient que c'est toujours difficile de dire les horaires, le week-end, etc. C'est qu'il faut savoir Oui, oui, s'adapter. Je pense qu'on est, bien sûr. enfin, dans mon métier, il faut que j'arrive à m'adapter par rapport aux circonstances.
Oui, il peut arriver qu'en fait, tu fasses plus d'heures parce que la situation le demande et c'est ton boulot de directeur, parce que tu as des responsabilités que tu peux pas te déciler s'il y a un problème et ça fait partie de ton métier. C'est ça, c'est Ouais, tout à fait ça. voilà. Alors, on a encore, une question, mais on y répondra tout à l'heure. Je la lis pour pas que Chevalier, c'est son pseudo, se sente oublié. Quel type d'études faut-il faire pour travailler dans votre entreprise? Quel est votre parcours professionnel? Quelles sont les études que vous avez faites? On y Oui. reprendra, dans une slide suivante et on parlera de ça, en particulier. Mais juste avant, j'aimerais savoir si tu as besoin surtout des langues étrangères. Est-ce que tu as besoin de l'anglais pour parler? Tu as besoin que du français? Est-ce que tu j'imagine que vous avez des clients à l'international, que ça peut être Mmh. utile? Oui, l'anglais, enfin, façon, je dirais même, c'est ce que je dis à tous les jeunes qui viennent chez nous en alternance ou en stage. C'est ce qui permet en fin de compte l'évolution dans une entreprise. Mmh. En 2000, Dubuis était français, elle appartenait à deux patrons, à deux personnes françaises. Ils ont décidé de vendre l'entreprise à un groupe français qui lui-même en 2006 a été racheté par un groupe américain. Et à partir de 2006, il a fallu que je parle au quotidien en anglais. Ouais. Donc le fait d'avoir une bonne base d'anglais m'a permis rapidement justement de pouvoir discuter avec mes responsables. Et puis, bon, par mes origines, je parle aussi portugais et espagnol. D'accord. Mais c'est vrai que l'anglais est vraiment présent dans tous les pays Bah, on le dit toujours, hein. et dans tous les domaines. Il faut Bah, savoir, oui, oui. hélas, toutes les machines que l'on achète sont plus françaises, Mmh. sont japonaises Oui. principalement. Et toute la documentation est écrite en anglais. Donc même pour Bah, un responsable maintenance, aujourd'hui, s'il ne connaît pas l'anglais, c'est compliqué pour lui lorsqu'il doit réparer une machine. oui, d'accord, mais même on le voit, j'allais te le dire, moi je fais beaucoup de live métier avec différents professionnels, de différents milieux et c'est vrai que ça, c'est un incontournable et on peut le dire, à tous ceux qui nous regardent, c'est qu'il faut quand même, arriver à avoir un anglais au moins, de compréhension, Mmh. des bases pour pouvoir communiquer, avec les autres parce que dans le milieu de l'entreprise, dans plein de domaines, on en a, besoin aujourd'hui, surtout quand on est dirigé, à l'international et même, comme tu le disais, maintenant sur des postes qui demandent moins, de relations sociales, mais qui demandent aussi de comprendre les outils qui sont, souvent, fabriqués, peut-être, en extérieur, enfin à l'extérieur de la France, je veux dire. Il faut connaître l'anglais pour tout ça. C'est OK, ça. très bien. Alors on va avancer un peu dans le live. Tu m'as donné une image que je dois avouer, je ne comprends pas, mais tu vas nous l'expliquer tout de suite, hein, je t'avais demandé. Donc là, aujourd'hui, on achète les produits aux États-Unis. On les stocke alors aujourd'hui en Italie parce qu'on n'a pas la place à Blois. Et les clients européens viennent acheter ces outils. Donc, faut imaginer un outil, une mâchoire qui vient grignoter un bâtiment. Et ces outils, ces cisailles de démantèlement de bâtiments, ça va de 500 kilos jusqu'à 10 tonnes. Donc là, on est vraiment sur des outils montés sur tractopelle qui viennent Mmh. grignoter en fin de compte un bâtiment. Donc si je continue par la droite, le petit outil bleu, ça va être un outil justement pour la gamme sanitaire, donc ce qu'on appelle les raccords de tuyaux d'eau. Après, on retrouve le frein d'aéronautique qui va dans D'accord. l'Airbus A320. Ce qu'on OK. appelle OEM, c'est vraiment des produits développés clients. C'est-à-dire que vous avez un petit outil en forme de pistolet qui est la pose d'écrou aveugle sur voiture.
D'accord. Et bah, c'est un client qui est venu un jour en nous disant: «Bah, voilà, j'ai ça à poser, merci de me développer un outil qui marche grâce aux pneumatiques». Donc on a développé l'outil. Et le petit outil rouge avec une petite tête en H, là on est sur la télécommunication. Même principe, un client qui est venu nous voir en nous disant il faut que je sertisse 25 paires de fils, développez-moi l'outil qui va venir serrer, sertir justement le raccord avec 25 paires de fils que je vais mettre. Donc 50 fils au total en une Ouais, semaine. ouais, OK. OK, très bien. Donc Mmh. voilà, tout ce qui est fil aérien ou souterrain. La SNCF, qui est un des gros clients aussi historique de lui depuis les années 90, donc percer les rails, mettre la connexion. On retrouve, on retrouve aussi une connexion, donc EBI, qui est une connexion en fin de compte de mise à la masse pour ce qui va être la connexion en fin de compte qu'on va retrouver sur ce qu'on appelle tout ce qui est moyen roulant. Donc les trains, des voitures, hein, on a développé effectivement des sertissages pour des grandes marques hein, comme Aston Martin, comme Jaguar, pour résoudre justement des problèmes de masse. Et puis enfin, je terminerai par les produits de notre société sœur aux États-Unis. Donc, c'est des produits, des marteaux-piqueurs hydrauliques. Alors, c'est pas pneumatique. Hein, vous pouvez voir dans des chantiers, des fois, des remorques avec un gros compresseur qui est dessus et des personnes qui sont avec un marteau-piqueur. Là, c'est le même principe, mais sauf qu'on est sur une base hydraulique. L'avantage, c'est que le groupe hydraulique qui permet justement d'utiliser ces marteaux-piqueurs tient dans un coffre de voiture. Donc, on a un impact, une force de frappe qui est plus importante que l'outil pneumatique. Et effectivement, c'est quelque chose qui est un peu plus réduit, qui tient dans une coffre de voiture. Donc, nous, notre fonction va être là, c'est que par rapport à un marché existant, ça va être développer des outils comme celui-ci. Pour l'électricité, c'est un marché qui est mondial. Et après, ça va être plutôt ce qui fait notre force chez Dubuis à Blois, ça va être de développer des outils spécifiques, donc ce qu'on appelle Ouais, OEM, donc par rapport à un cahier des charges client. Il vient avec une problématique, à nous de la résoudre. La d'accord. SNCF, ça a été le cas aussi. Donc ce que ça montre ici, vraiment ce que tu voulais nous montrer aussi, c'est que vous, votre, métier consiste, à répondre à des demandes particulières et de créer ces outils, tous ces outils qu'on voit, pour résoudre, en fait, enfin vous êtes spécialiste pour résoudre des situations particulières dans le domaine du certissage et en fait, vous développez, plein d'outils et c'est ça aussi que tu essayes de, comment dire? D'anticiper. Ça fait partie, des stratégies que tu essayes d'élaborer. Tout ça, c'est C'est jusque-là, tout je à suis fait bon? ça. Hein. OK. C'est tout à fait ça. Vous le voyez par rapport au pourcentage, hein, c'est que quand on regarde Ouais. 17% dans la partie électrique, Mmh. c'est un marché qui est mondial. Donc aujourd'hui, Mmh. en face de nous, on a peut-être une trentaine de concurrents. Ouais. Dès qu'on est sur la SNCF, dès qu'on est sur des outils spécifiques OEM, voilà, là, on est moins embêté par les concurrents puisque le client qui vient chez nous, lorsqu'on lui développe un outil pendant 20-30 ans, il continue à acheter chez nous. OK, c'est très clair. Je regarde le chat, hein, j'oublie jamais. Khalil Dounia nous demande: «Quels sont vos supports de communication?» Alors j'imagine que là, la question c'est, comment vous communiquez sur ce que vous faites? Parce que vous êtes quand même, vous travaillez pas mal pour des entreprises privées, donc j'imagine que vous avez pas non plus besoin d'être, de faire de la publicité pour, les particuliers, pour moi, pour les autres. Mais par contre, Mmh. j'imagine que, vous avez un site, que vous avez je sais pas, je te demande. Voilà, bah, alors on a un site internet là qui est en reconstruction, hein, puisqu'on est en train de le D'accord. faire évoluer. Mais c'est un site internet qu'on avait remis à jour il y a 2 ans. Donc le site internet, de plus en plus présent hein, sur LinkedIn, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc LinkedIn, on a aussi les salons. Les salons nous permettent, donc ça a repris hein, depuis maintenant 3 mois. Suite au confinement, on a repris justement les salons en physique. Notamment la semaine prochaine, on est au CPM de Angers, Mmh. où là, on a un stand et on va présenter tous nos outils. Et bien entendu, par rapport à ça, on va faire de l'emailing, hein, c'est-à-dire que sur nos adresses, on a systématiquement notre signature le prochain salon. Et puis en plus de ça, on va contacter nos clients qui eux-mêmes vont contacter aussi d'autres clients potentiels par rapport à ces salons où on peut être visible. Mais c'est J'aimerais, vrai que de plus en plus, on essaie d'être présent sur des médias comme Facebook, LinkedIn, etc., bien pour sûr. aussi essayer
de véhiculer notre marque et notre savoir-faire sur le fait que quelqu'un va partager notre outil, enfin nos différentes solutions avec d'autres personnes qui elles-mêmes vont le faire aussi de la même façon. Peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas LinkedIn, qui est un réseau social un peu comme Facebook, pour les professionnels, interprofessionnels. Donc, en fait, quand on est sur le marché du travail, c'est une Mm. manière de se mettre en avant, aussi bien si on est une entreprise qu'un particulier. Moi, personnellement, j'ai un compte LinkedIn où je montre mes études, mon profil et ça permet, à d'autres employeurs, de savoir, ce que j'ai fait, dans ma vie. En fait, c'est un CV en ligne pour être simple. C'est ça. Donc merci pour ta réponse, Georges. Comme on va j'ai pas envie qu'on soit rattrapé par le temps, j'ai envie qu'on dise tout et on va répondre, avec cette, nouvelle slide à la question de tout à l'heure que je n'ai pas oubliée, Chevalier, qui demandait: «Quel est votre parcours professionnel? Quelles sont les études que vous avez faites?» Je te laisse répondre avec les 4 morceaux qu'on a découpés ensemble de ta vie, scolaire et professionnelle qui t'a emmené aujourd'hui, à la Société Dubuis. C'est ça. Donc, parcours assez atypique, hein. C'est-à-dire que fin de troisième, j'avais 14-15 de moyenne. Tout se passait bien, mais c'est vrai que en fin de troisième, je me voyais plutôt essayer d'apprendre un métier. Je voulais vraiment apprendre un métier. Je voulais, on l'a vu par rapport au Gamba Walk, je pense que déjà à l'époque, je voulais être sur le terrain. Je voulais, Moins de théorie, plus, les mains dans le cambouis. ouais, puis surtout mettre en pratique. Vraiment d'essayer Ouais. de tout ce que j'apprends, enfin tout ce que j'allais apprendre, le mettre en pratique de façon à vraiment que ça fasse sens. Mmh. C'est pour ça que fin de troisième, rapidement, le fait de savoir que d'un CAP, on pouvait aller jusqu'à l'école d'ingénieur, ça m'a tout de suite parlé et donc je me suis lancé dans un CAP fraiseur, donc l'usinage en fin de compte de pièces prismatiques, De donc pièces sur le prismatiques, tu conventionnel. m'as dit? Là, je n'ai pas Alors compris. oui, prismatique parce qu'effectivement, par rapport au tournage, Ouais, le tournage, on va plutôt faire des pièces de révolution, donc cylindriques, alors que le fraisage, on va usiner des faces, on va faire des perçages et cetera. C'est pour ça que, le fraisage, on est plutôt sur du, 3 axes, donc on a une vue en 3D, alors que du tournage, on va être que sur 2 axes puisqu'on va faire que du cylindre. d'accord, Hein, OK. je caricature, enfin j'essaie Oui, oui, de vraiment, pour les puristes, on peut maintenant faire beaucoup de choses avec les nouvelles machines, mais ouais. voilà donc On a besoin de caricatures pour comprendre. voilà. Donc Donc t'inquiète pour pas, ma part, c'était différentes pièces. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans sur du conventionnel, donc c'est-à-dire que là, avec mes mains, je recevais un plan, je recevais de la matière et je réalisais, alors pas des pièces aussi complexes que ça, mais quand même des belles pièces. Puis après, donc en bac pro productique, là, ça a été plutôt d'aller vers le tournage fraisage, mais sur commande numérique. Donc là, pareil, on me donnait un plan, je programmais la machine par rapport à des codes, et puis je lançais la production de ces pièces. Donc j'ai eu la chance d'être chez Dubuis, hein, j'ai fait tout mon parcours chez Dubuis, et de vraiment apprendre le métier sur des pièces de petites séries, donc prototypes ou petites séries, et c'est ce qui m'a fait vraiment grandir et voir justement comment réaliser des pièces comme celle-ci. Donc la suite logique, c'était un VTS productique, c'est-à-dire que là, le VTS productique, ça a été plutôt, j'étais rattaché au service méthode, et avec le bureau d'études, une fois que le plan était fait, c'était de définir la gamme de fabrication pour pouvoir usiner une pièce comme celle-ci. C'est-à-dire quelle machine je vais utiliser pour pouvoir réaliser cette pièce. d'accord. Bon, j'ai utilisé un tour CN, une fraiseuse CN, des perceuses, des rôdeuses, etc. Donc, et comment, en fin de compte, et à quel prix je vais réussir à fabriquer cette pièce. D'accord. Donc déterminer les besoins. D'accord. Voilà. Et puis enfin, donc j'ai terminé par une école d'ingénieur, donc IT2I, Bourgogne, Mmh. qui a été l'une des premières écoles en France dans les années 90 à développer justement ce niveau d'ingénieur, mais en alternance. D'accord. Et puis bah, enfin, j'ai eu la chance, après ces 9 ans d'alternance chez Dubuis, d'être embauché en 2001 dans l'entreprise. Et après, j'ai continué en fin de compte ma formation, je dirais, dans l'entreprise, en faisant, donc en étant responsable de production, puis responsable de production assemblage, puis enfin ce qu'on appelle, responsable de supply chain en intégrant aussi la partie achat, donc gérer les fournisseurs. Et puis j'ai repris le site en 2012. Et puis après, j'ai évolué vers cette partie Europe, donc direction des opérations au niveau Europe, pour des acquisitions futures pour le groupe.
Donc tu as gravi les échelons un par un et donc ça te permet aussi aujourd'hui d'être un excellent directeur des opérations à mon avis, puisque tu as vu en fait ce que les autres faisaient, tu l'as fait, tu as participé à pas mal de choses au sein de la boîte, donc tu connais l'entreprise et donc ça te permet aussi de donner les bonnes directions, de savoir ce qui se passe, encore une fois, sur le terrain, dans la réalité, et de pas seulement être dans un bureau et donner des directions qui n'ont rien à voir avec le terrain, c'est ça? C'est tout à fait ça, ouais, tu l'as Ouais, très ouais, bien résumé. Bon, c'est vrai que c'est un avantage, hein. Ça a été un avantage pour moi d'évoluer bien dans sûr. l'entreprise et puis, voilà, de parfaire mon parcours par rapport à tout ce que j'avais vu, ce que j'avais pas aimé, ce que j'avais subi aussi et justement de pas le reproduire et encore une fois d'être dans cette enfin, si vraiment je me résume aujourd'hui, c'est vraiment j'ai travaillé sur l'amélioration continue Mmh. et comment faire en sorte qu'au quotidien, on ne peine pas à travailler. Ouais, ouais, je comprends. Bon, bah, super, merci, c'est hyper clair, hein, d'ailleurs, Zoé de 3e B nous dit: «C'est bien, je ne savais pas qu'on pouvait faire des études qui s'enchaînent comme ça depuis le CAP», donc c'est cool. Donc tu vois, montrer le profil, c'est important et Tout à fait. pendant qu'on passe à la prochaine slide, parce que comme je te le disais, on va se faire rattraper, par le temps, je vais, te demander en fait, de répondre à ces 2 questions. La première, c'est quelle est la diversité des métiers que vous avez dans votre entreprise? Donc, je vais te demander d'être concis parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises et après Mmh. je te poserai une autre question. Non, on a la chance d'avoir tous les métiers, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un outil comme celui-ci, il faut le concevoir et pour le concevoir, il faut déjà capter, en fin de compte, le besoin du client. Donc déjà, la partie commerciale, bien entendu, après la partie bureau d'études, donc dessinateur, industriel. Les méthodes qu'on a vues juste avant, c'est que maintenant que j'ai les plans des différentes pièces, comment j'ai les usines. Sur la partie atelier, bah, on retrouve des usineurs donc en fraisage, tournage, multi-axe. Mmh. Des opérations manuelles comme le perçage, le rodage, les bavurages, et puis l'assemblage de ces produits. Un produit comme celui-ci, donc le plus petit, on a une cinquantaine de pièces à assembler. Un outil comme celui-ci, on est déjà à 120, 130 pièces. Et là, il faut savoir que l'opérateur monte un outil de A à Z. Que là aussi, il faut s'enlever l'image de la grosse industrie où, enfin, moi j'ai connu ça au début où je Mmh. mettais une bille toute la journée. Mmh. Aujourd'hui, je suis capable de monter un outil de A à Z comme De A à celui-ci, de Z. le Ouais. tester et c'est mon produit, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas du Et puis, bah, travail à la chaîne, forcément on a une chose à non, faire, on la répète toute la journée. c'est ça. Et aujourd'hui, je monte cet outil-là et demain, je vais monter les autres outils que vous pouvez voir derrière moi. Mmh. OK. Euh, donc, et puis après, on retrouve les outils de la logistique. Donc, recevoir les produits des fournisseurs, les contrôler aussi. Donc le contrôle, la qualité, donc qualiticien, environnement sécurité, puisque si on veut développer justement les compétences de demain, il faut aussi qu'on ait une entreprise qui soit sécure, où on a très peu d'accidents du travail, hein. Dans les années 2006, Conscient on des avait enjeux 10 accidents d'aujourd'hui. du travail par an. Aujourd'hui, on est, alors on en a eu un hélas la semaine dernière, mais on avait fêté nos 850 jours sans accident, avec arrêt. Mmh. Donc c'est Mmh. important aussi d'avoir ce pôle-là. Et puis bien entendu, comptabilité, tout ce qui est partie Bien sûr, finance, tous les métiers qui font partie, de l'entreprise etc., normale. etc., informatique. Enfin, Ouais. on a la chance chez Duby de pouvoir en fin de compte proposer vraiment un éventail très large des métiers. Tout est regroupé en fin de compte dans une seule entreprise. Je t'avais demandé aussi de me donner 3 compétences, qui te semblent indispensables, dans ce que tu fais et de me choisir un personnage fictif que tu aimais quand tu étais jeune pour, illustrer ça et tu as choisi Spider-Man, donc l'homme araignée et tu m'as donné 3 compétences que j'aimerais bien que tu développes. Justement, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que dans Spider-Man, on retrouve la projection de toile d'araignée pour aller plus loin, plus haut, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment un très bon parallèle. On a besoin justement, dans des postes comme le mien, on a besoin d'avoir une projection dans le futur. Où on est aujourd'hui, vers quoi on veut aller et comment. Flexibilité, bah, comme Spider-Man, encore une fois, à un moment donné, il arrive à se tordre dans tous les sens, il arrive à regarder derrière lui, etc. Il arrive à sentir les choses. Et curiosité, hein, j'emmène aussi cette compétence de curiosité. À un moment donné, s'il va à cet endroit, s'il se projette vers cet endroit, c'est parce qu'il a entendu quelque chose, il a vu quelque chose et il y va. Et par rapport à ce qu'il va voir, il va agir en conséquence. Donc c'est vraiment ces 3 compétences nécessaires à mon poste aujourd'hui, à ma mission au quotidien, de pouvoir, si je veux faire évoluer l'entreprise,
les hommes. J'ai besoin de cette projection, j'ai besoin d'être flexible. On en a parlé tout à l'heure par rapport Ouais, au ouais, groupe. ouais. Tu On l'as est bien rattaché expliqué. à un groupe américain. Donc, il faut aussi, j'ai cette flexibilité entre moi, Oui. ce que j'ai envie de faire et ce que aussi le groupe veut que l'on fasse. Ouais. Et puis, très important, c'est d'être curieux. C'est-à-dire de ne pas se cantonner à ce qui existe aujourd'hui que chez nous. C'est s'ouvrir aux autres, c'est de benchmarker, c'est d'aller voir aussi ce que fait la concurrence, c'est aussi d'aller voir ce que font nos Et c'est une fournisseurs. réponse que tu donnes à la concurrence parce que Dina, KH dans le live, posait la question tout à l'heure, mais comme tu en as si bien parlé, elle disait, comment vous faites face à la concurrence? Ben, en fait, vous faites ce qu'on appelle des benchmarks aussi, Mm. c'est-à-dire que vous allez voir ce que font les autres et vous essayez de rester à la hauteur, rester à la pointe, de la technologie, j'ai envie de dire, pour, justement, rester attractif auprès de vos clients. C'est tout à fait ça, hein. Notamment par rapport au bureau d'études, c'est à un moment donné, c'est de déposer des brevets pour pouvoir protéger des outils Mmh. comme celui-ci. Oui, donc Quand vous créez on a des un brevet, initiatives et vous les protégez après, oui. Pardon, excuse-moi, je voilà. t'ai coupé. Et quand on a un brevet déposé pendant, entre guillemets, 20 ans, on va être tranquille par Mmh. rapport à la concurrence. Bah, oui, oui. Bah, j'imagine que vous avez des belles idées, made in France comme on dit et il faut les protéger, pour éviter que les concurrents, viennent, voler nos bonnes idées et on va terminer notre live avec les clichés, mais avant ça, une autre question de Dina, j'essaie de toutes les prendre. Pensez-vous que l'automatisation, la robotisation, donc tout ce qui fait que maintenant on utilise des outils, des robots, des automates pour réaliser des tâches, pourrait faire disparaître l'être humain de l'industrie? C'est une bonne question, qui est tellement vaste, mais je Oui. suis désolé de te demander une réponse rapide, qu'est-ce que tu en penses? Non, faut pas en avoir peur, puisqu'on voit que par rapport à la robotisation, l'automatisation, avec les cobots notamment, on a Ouais. créé encore plus d'emplois que dans le passé, hein. Mmh. Faut savoir que par contre, voilà, sur des tâches répétitives, du coup, on va dire le travail des opérateurs actuels, notamment sur les bavurages, où il y a beaucoup de gestes répétitifs, le fait de robotiser va permettre, en fin de compte, d'éliminer ces tâches. Alors imaginez Laborieux. quelqu'un qui va enlever les petites, les angles vifs, les copeaux et cetera sur une pièce comme celle-ci. Pendant Mmh. 8 heures, il va faire ça. Mmh. Aujourd'hui, le fait de lui apporter en fin de compte un robot, c'est lui qui va le programmer, c'est lui qui va l'adapter par rapport aux pièces. Donc on fait évoluer les compétences des personnes, on fait évoluer les personnes tout court par rapport à cette robotisation. Est-ce Donc qu'elle pour toi, c'est va un avantage, demain. ça permet surtout de C'est un libérer l'homme des avantage. tâches laborieuses. Ouais, on le verra dans le bâtiment, mais imaginez des personnes qui travaillent à l'extérieur, Mmh. qui soulèvent des poids toute la journée. Pour l'avoir fait aussi, voilà, c'est quand même très rude. Et le fait justement d'apporter de la robotisation, de l'automatisation va permettre de faire évoluer justement ces métiers vers d'autres choses, quoi. Donc, il ne faut pas en Mmh. avoir peur, au contraire. Par contre, il faut l'accompagner. Il faut Mmh. vraiment l'accompagner de façon à ce que ce ne soit pas une menace pour les opérateurs, parce qu'à la fin, on est perdant. Mmh. Et il y a 2 autres clichés qui collent un peu à votre métier. Le premier, et c'est tu en parlais tout à l'heure, hein, le fait que, vous travaillez dans de mauvaises conditions. C'est pas propre, ça sent mauvais l'usine et même tu le disais, travailler à la chaîne. Ce qui est faux aujourd'hui puisque justement l'automatisation, tout ça, et puis le management comme tu dis, ça a changé un peu la donne. Oui, et puis enfin, c'est pour ça, bon, je vous invite à venir nous visiter. On est en train de réfléchir à une journée portes ouvertes pour À bois, c'est ça? à Blois, ouais, tout à fait. Donc, bon, puis on a beaucoup de stagiaires. On accueille aussi des collèges, lycées pour venir nous visiter. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est ça, c'est que tous ceux qui repartent de chez nous, c'est vrai, nous disent, bah, alors oui, il y a toujours une petite odeur, c'est sûr, on est dans l'usinage. Mais par Normal. contre, quand ils s'aperçoivent que c'est propre, c'est peint, on a une climatisation, c'est-à-dire que les opérateurs, l'été, avant, on était à Ouais, 45 degrés. Aujourd'hui, on passe des étés à 28 degrés dans l'usinage. On a encore des entreprises qui effectivement peinent encore de ce côté-là, mais c'est vrai que Dubuis fait partie des entreprises où on a su investir dans des moyens pour permettre un meilleur confort aux opérateurs. Donc, il faut vraiment s'enlever de c'est pas propre et ça sent mauvais. Non, non, c'est pas du tout ça. mmh. Et pour être directeur, il faut avoir un bac+8. Bah, tu nous as montré, le contraire, c'est-à-dire que tu y es allé à la force de tes expériences, toi. Voilà, alors bon, j'ai bac plus 5, mais dans les Bien parallèles qu'on sûr. a pu faire, qu'on a discuté ensemble, j'ai un ami qui a juste un bac plus 2, qui a travaillé dans une entreprise pendant 5 ans en usinage et au bout de 5 ans, voilà,
il a vu en lui qu'il avait envie d'entreprendre, il avait envie de se lancer dans l'aventure, il a monté son entreprise, il a acheté des machines et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il exerce et ça se passe très bien. Donc, encore une fois, on revient sur la compétence de la curiosité et l'envie. Je pense qu'avec de l'envie, avec de la curiosité, on arrive à soulever des montagnes. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça, quoi. Et il faut tester les choses, hein. Si je reprends mon parcours, à 15 ans, la chance que j'ai eue, ce n'est pas le fait de choisir un cap, mais c'était le fait de me dire que j'ai 15 ans, Ouais. d'un CAP, je passe jusqu'à l'école d'ingénieur et je teste. Je ne savais pas ce que c'était l'usinage. Ça sonnait bien, j'avais vu des choses, je dis tiens, ça a l'air d'être pas mal. Mais surtout, je partais dans l'état d'esprit de me dire je teste, et si dans un an, je me suis trompé, je rebondirai autrement, quoi. Ouais, d'accord. Eh ben, écoute, moi, c'est très clair. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Non, mais je viens de conclure par ça, c'est que voilà, Ouais, soyez bah oui, curieux. c'est pour Euh, ça que tu m'as amené à la conclusion toi-même. c'est vrai que du coup, j'ai anticipé, mais soyez curieux, ne négligez pas l'anglais, écoutez vos profs. Alors, on est tous pareils, hein, je pense que quand on est jeune, on ne prend pas conscience de ça. Quand on commence à être un peu plus âgé, on s'aperçoit qu'effectivement, hein, les professeurs sont là sont de très très bons conseils. Souvent, on les voit comme des personnes qui nous embêtent, mais eux, ils ont fait aussi leur petit bonhomme de chemin, donc ils ont vu beaucoup d'élèves. Ils ont C'est là vu, les chevaliers qui vont être contents de ce que tu dis, hein, puisque il me non, mais semble ils ont vu des réussites comme ils ont vu des échecs. ouais, Et c'est pour ça que c'est important, c'est que moi, même dans mon parcours, dans les échecs que j'ai pu voir de certains apprentis ou certains stagiaires, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui savaient rebondir. C'est ceux qui ouais. savaient à un moment donné repartir de zéro, donc se déconstruire pour mieux reconstruire pour le futur. Et c'est ça qui est Ouais. important. Et ne négligez pas l'anglais, ne négligez pas les langues. C'est très important si vous voulez évoluer dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Eh ben, écoute, merci beaucoup Georges. C'était super intéressant, hein. Bah, pour l'anglais, je le dis dans chaque live, ne t'inquiète pas, hein, je le redirai, hein, je le Merci. matraque même, parce que je sais à quel point c'est indispensable et ça peut être un handicap de ne pas avoir développé cette compétence, qui est tout simplement qui permet d'échanger avec les autres. C'est indispensable. Merci de nous avoir expliqué ça, d'avoir démonté, de nous avoir Mhm. expliqué aussi ce que c'était le certissage. Moi je savais pas personnellement et comme ça me rajoute, du savoir, et ça me permet aussi de comprendre que l'usine aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Je m'en doutais, mais c'est vrai que de l'entendre le dire et de voir aussi que l'automatisation, euh, tout ça s'est modernisé et qu'on arrive à garder une place de pointe en France et qu'on arrive aussi à attirer à l'étranger, hein, comme tu nous l'as Oui. montré, hein. J'en profite pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Et je crois pas que je sois le seul à te remercier, puisque Dina, par exemple, KH, nous dit merci pour vos réponses. C'était super intéressant, hein, je confirme. Euh, voilà, donc on va conclure. Merci beaucoup à toi. On va continuer, nous, MyFuture, Oui. puisque notre travail, c'est de montrer les métiers comme le tien, les mettre en avant et surtout de les faire découvrir à des gens qui ne les connaîtraient même pas ou qui ont des a priori. Donc, je vous invite aussi à continuer à découvrir les métiers de l'industrie dans le cadre de notre programme, hein, l'industrie des possibles. Le prochain rendez-vous, je crois que c'est demain à 10h15 avec Frédéric Motte qui nous fera un peu un panorama des métiers de l'industrie pardon, qui recrute. Et notre live métier va se terminer. Si ça vous a plu, sachez que vous pouvez participer à un concours qui s'appelle Je filme le métier qui me plaît et vous aussi réalisez la vidéo d'un métier, hein, en 3 minutes. Il y a un site internet, vous pouvez aller voir, hein. La finale, en plus, elle se tiendra au Grand Rex à Paris. Donc, c'est un petit événement avec une remise des prix en grande pompe. Donc, merci beaucoup, Georges, pour ta participation. C'est super. Et je vous dis à tous au revoir et bye au chat aussi. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.